Encore une fois, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre espace des sciences de la vie et de la Terre. Espace conçu et dédié aux élèves des terminales filières SP, sciences physiques et sciences de la vie et de la Terre. مرحبا بكم عزيزتي التلميذات أعزائي التلاميذ مرة أخرى في فضاء علوم الحياة والأرض. Cette vidéo est pour moi une occasion de partager avec vous tous la correction du devoir surveillé numéro 1 concernant le thème de métabolisme énergétique, mais c'est aussi une occasion de revoir et de rafraîchir nos mémoires concernant donc les concepts en rapport avec le thème. Alors, comme vous le savez tous, le cadre référentiel vous impose donc un exercice sur 5 points consacré à la restitution des connaissances. Il peut s'agir donc d'un QCM, d'un questionnaire à choix multiples, comme c'est le cas ici. Vous êtes censé reporter donc les couples suivants en indiquant la proposition exacte pour chacune des questions. Alors, théoriquement, donc, vos réponses devraient être comme suit. Donc, la fermentation lactique, effectivement, il transforme du pyruvate en acide lactique. Rappelez-vous que l'acide lactique, c'est la conséquence de la réduction du pyruvate et la régénération donc, des transporteurs à l'état oxydé. Pour la deuxième question, la respiration, rappelez-vous donc, le bilan net, c'est 36 ATP, quoique des fois, on vous parle de 38, mais si vous avez à choisir entre 36 et 38, on préférait choisir 36, qui est le bilan net. Pour la troisième question, la chaîne respiratoire, et il produit effectivement de l'ATP grâce au RH2 du cycle de Krebs. Effectivement, les transporteurs réduits vont subir une réoxydation au niveau de la chaîne respiratoire. Rappelez-vous, cette chaîne, ce flux d'électrons à travers la chaîne qui va entraîner donc un gradient, qui va provoquer un gradient protonique, et c'est ce gradient qui est à l'origine de la synthèse d'ATP. Pour la quatrième question, le cycle de Krebs, il dégrade effectivement le métabolite qui est le pyruvate. Et rappelez-vous que là, le pyruvate pour nous, c'est l'acide pyruvique. C'est la forme ionique de l'acide pyruvique. Donc, votre réponse devrait être comme suit. Donc, le deuxième exercice, toujours dans le cadre de l'évaluation de vos connaissances, il fallait donc donner les 3 réactions de la phosphorylation oxydative, cette dernière étape. Juste pour vous rappeler que durant cette étape, les électrons sont transférés de molécules réductrices type NADH+ et FADH2 à des oxydants le long de la chaîne respiratoire vers le dernier accepteur, qui est bien entendu O2, ce qui entraîne la phosphorylation de l'ADP et la formation de l'ATP. Alors la réaction demandée, c'est d'abord l'oxydation donc des transporteurs réduits, type NADH+ et FADH2. Ça va nous donner donc des composés type NAD+, et FAD+, 2 électrons plus 2 protons. Ces protons et électrons qui sont donc reçus par le dernier accepteur qui est donc O2, il va donc subir une réduction. La réduction d'O2 va finir par produire de l'eau. Et la réaction donc de phosphorylation oxydative qui va nous permettre d'obtenir l'ATP grâce aux sphères pédonculaires. Rappelez-vous, le gradient protonique créé par le flux d'électrons à travers la chaîne respiratoire va générer une énergie qui sera récupérée au niveau des sphères pédonculées et produire donc de l'ATP. Notre objectif ici, c'est aussi de rappeler quelques notions concernant le thème. Alors là, j'en ai la troisième étape de la respiration qui a lieu au niveau de la membrane interne. Comme vous le savez tous, cette membrane est caractérisée déjà par la présence d'une chaîne respiratoire, mais aussi par la présence des sphères pédonculées, que voici. Alors, que se passe-t-il au niveau de cette dernière étape? Déjà, il y a récupération des électrons issus de NADH par le complexe numéro 1 de la chaîne respiratoire. Là, il y a donc un pompage de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Le complexe de quant à lui, il va récupérer les électrons de la FADH et ne pompe aucun proton. Le dernier accepteur, donc les électrons vont transiter à travers ces complexes membranaires, ils vont finir par être acceptés par O2 et la réduction de 2 va finir par produire H2. Mais le gradient proton ainsi créé par ce flux d'électrons permet la production d'ATP au niveau des sphères pédonculées. Pour la question B, il fallait répondre par oui ou non sans justifier
Juste reporter sur votre copie la lettre et indiquer, valider donc la proposition ou non. Alors les réponses devraient être de la façon suivante. Donc la première position, bien sûr, la première proposition c'est faux. La fermentation liquide, n'oubliez pas, il produit en plus de l'éthanol et de 2 molécules d'ATP et aussi 2 molécules de CO2, puisqu'au cours de cette fermentation, il y a une décarboxylation. La phosphorylation oxydative a lieu effectivement au niveau des sphères pédocliques, comme on vient de voir il y a quelques instants. Au cours de la formation de l'acétylcoenzyme A, il y a production d'ATP, c'est faux, c'est au cours du cycle de Krebs. Rappelez-vous que la phase de la production de l'acétylcoenzyme A, il précède le cycle de Krebs. La glycolyse produit 2 molécules d'ATP, oui c'est vrai, mais pas 2 moles d'éthanol, mais 2 moles de pyruvate. Le troisième exercice, c'est aussi un exercice qui vise tout simplement à évaluer vos connaissances. Le document suivant représente une structure impliquée dans la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique. Nous sommes au niveau des muscles, bien sûr. Il fallait nommer cette structure et puis reporter sur votre copie les chiffres et donner le nom correspondant. Donc la structure, c'est bien le sarcomère. Et pour les noms qui correspondent aux différents chiffres, donc mutuelle A, c'est la strise Z, myosine, actine, bande I, bande A, zone H. Bande I au disque clair, bande A au disque sombre, c'est la même nomination. La deuxième composante de l'examen est une composante qui a comme objectif d'évaluer votre capacité à mobiliser vos acquis dans une situation de problème. Donc, bien entendu, vous propose un certain nombre de documents et l'exploitation de ces documents est en mesure de vous permettre de résoudre la problématique posée. Alors, le premier sujet, si on rappelle un petit peu la situation de départ, la situation problématique, il s'agit donc de comprendre comment les antirétroviraux conduisent-ils à une anomalie de pH sanguin. Et pour cela, on va disposer d'un certain nombre de documents. Donc on vous rappelle que les inhibiteurs de la transcriptase inverse, c'est-à-dire des antirétroviraux, sont utilisés généralement pour réduire la reproduction du virus du sida, le VIH. Cependant, l'usage de ces antirétroviraux, de ces inhibiteurs justement, s'est révélé toxique à forte dose suite à une modification du pH sanguin. Alors, quelles sont les connaissances à mobiliser pour comprendre l'apport des documents proposés et pour résoudre ainsi ce problème, pour répondre donc à la problématique? On doit être en mesure donc de connaître le métabolisme de l'acide pyruvique et les produits qui en résultent, le rôle de la chaîne respiratoire dans la régénération des transporteurs d'électrons sous la forme oxydée, le devenir de l'acide pyruvique en l'absence d'O2 et les conséquences d'une régénération des coenzymes par voie lactique. Mais bien entendu, encore faut-il être capable de mettre les acquis en situation appropriée. Le premier document proposé donc illustre le métabolisme du pyruvate. En AA, l'évolution de la concentration de dioxygène dans une suspension de mitochondries en fonction du temps et du substrat. Donc le wasat fait محلول عالق ديال الميتوكوندريات. Au temps T1, on a injecté du glucose dans la suspension et au temps T2, on a injecté le pyruvate dans la suspension. Il était question donc de déterminer d'abord les variations de la concentration d'oxygène dans la suspension en fonction du temps et en déduire le devenir du pyruvate. Donc pour ce qui est de la détermination, rappelez-vous, là, on est en train d'évaluer votre capacité à vous exprimer. Tout simplement, il faut être capable d'exprimer avec des termes convenables votre observation. Alors si vous notez bien très très succinctement que l'ajout de glucose n'a provoqué aucune modification quant à la concentration d'oxygène. Donc en une phrase très simple, l'ajout du glucose dans la suspension n'a aucun effet sur la concentration d'O2 dans ce milieu. Par contre, si vous remarquez bien, quand on a ajouté le pyruvate, au contraire, il s'accompagne d'une baisse significative d'O2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une consommation d'O2 en présence du pyruvate.
Alors, sur la déduction, bien sûr, la déduction, là, il faut s'appuyer sur un acquis. Alors, quel est l'acquis qui est nécessaire pour répondre pour donc pouvoir exploiter ce document? Rappelez-vous, pour la déduction, il faut donc être en mesure de savoir que la consommation d'O2 au niveau de la mitochondrie est synonyme de la dégradation d'un métabolite, en l'occurrence ici le pyruvate. Et par conséquent, si vous êtes capable de comprendre cela, il vous serait très facile de déduire que le pyruvate est une dégradation en présence de d'eau dans la mitochondrie, spécialement au niveau de la matrice. Le document 1b vous rappelle les conséquences du traitement par les NTI sur le métabolisme du pyruvate. On vous rappelle d'abord qu'au sein des mitochondries, le cycle de Krebs utilise le pyruvate et aboutit à la formation de composés réduits, type R'H2. Dans le cadre d'un traitement avec les NTI, avec les inhibiteurs, les rétrovirus, donc des examens biochimiques mettent en évidence l'impossibilité d'utilisation du pyruvate par le cycle de Krebs. Alors, rappelez les autres produits provenant du métabolisme du pyruvate en précisant les phénomènes subis par ce métabolite au niveau de la mitochondrie. C'est une question tout simplement de mémorisation de vos connaissances qui probablement vous seront utiles pour comprendre l'impact lié au traitement avec les NTI sur le métabolisme du pyruvate. Alors, la dégradation de l'acide pyruvique, en plus des composés réduits type R'H2, aboutit à la production de CO2, comme on le sait. C'est un déchet minéral qui résulte d'une décarboxylation de l'ATP qui résulte de la phosphorylation d'ADP. Je vous rappelle que les composés réduits, c'est la conséquence d'une déshydrogénation. Je vous rappelle donc que le pyruvate subit donc des décarboxylations oxydatives au niveau de la matrice mitochondriale. Et juste pour rappel, donc déjà vous avez une première décarboxylation oxydative aboutissant à la formation de l'acétylcoenzyma qui va au niveau du cycle de Krebs subir le reste donc des décarboxylations oxydatives. Ça va donner du CO2, des NADH+, FADH2 et de l'ATP. Donc ce qui est écrit en rouge, bien sûr, il n'était pas demandé. Ce qui était nécessaire donc de rappeler, c'est que la dégradation complète de l'acide pyruvique va engendrer en plus des composés réduits, vous avez du CO2 et de l'ATP. Le document 2 est un rappel de quelques réactions de métabolisme, à commencer par le cas de la glycolyse et le cas de la fermentation lactique. On vous rappelle que la glycolyse, comme vous le savez tous, donc si la première étape ayant lieu au niveau du alloplasme, il finit par donner 2 pyruvates à partir d'une mole de glucose avec un rendement énergétique, avec un bilan énergétique de 2 ATP et 2 transporteurs réduits. La fermentation lactique, par contre, certaines cellules, bien sûr toutes les cellules ne sont pas capables de fermenter, l'acide pyruvique va subir une réduction et se transformer en acide lactique. Alors la question, à quel niveau sont régénérés les transporteurs R' en présence d'O2 et quel est l'impact de cette régénération sur les plages des compartiments mitochondriaux? Donc vous êtes censé savoir qu'en présence d'O2, R'H2 qui résulte de la dégradation des métabolites va subir une oxydation au niveau de la chaîne respiratoire. Ceci va aboutir à la réduction d'O2 qui va ainsi produire de l'eau. Ainsi, R' est régénéré. Voilà. R'H2 va céder ses électrons au complexe membranaire de la chaîne respiratoire et va donc ainsi se transformer en R', soit donc NAD+, ou la FAD. Cette oxydation entraîne un flux d'électrons à travers la chaîne respiratoire, favorisant ainsi un pompage de protons vers l'espace intermembranaire, ce qui va rendre ce compartiment acide. N'oubliez pas que le pH dépend de la concentration en protons H+. pH de l'espace intermembranaire voisin de 4, alors que celui de la matrice tourne autour de 8. Donc il y a un gradient. Le document 3 montre l'effet du traitement sur les mitochondries. Les schémas suivants représentent les mitochondries chez un individu non traité et chez un individu traité avec un inhibiteur de la transcriptase inverse.
Ce qui nous intéresse effectivement, c'est la mitochondrie des individus traités. L'autre, c'est un témoin, Bismillah. On vous rappelle juste que les sphères grises, ce sont des protéines de la chaîne respiratoire. En principe, les protéines de la chaîne respiratoire sont intégrées dans la membrane interne de la mitochondrie. Si on les a placées en dehors des crêtes, c'est juste pour exprimer leur concentration dans les deux cas. Alors, ce qu'on vous demande, c'est d'abord de comparer la structure de la mitochondrie dans les deux cas et en déduire l'effet des NT. Alors, comme vous pouvez le constater, déjà remarquez que les crêtes, dans le cas de la mitochondrie traitée, ils montrent des crêtes peu développées ainsi qu'une faible quantité de protéines de la chaîne respiratoire, alors que vous constatez que chez un individu non traité, les crêtes sont bien développées et il y a une grande quantité de protéines de la chaîne respiratoire. Si on essaie d'établir d'abord une relation entre le traitement et cette observation, on peut facilement déduire que les NT empêchent le développement des crêtes et empêchent par la même occasion la synthèse des protéines de la chaîne respiratoire. Le document 4 vous présente quelques caractéristiques biologiques d'un sujet traité aux NT en comparaison avec celles d'un sujet non traité. Donc, notamment, vous avez donc le taux sanguin d'acide lactique au repos et le pH du sang. Alors, la question, et rappelez-vous la dernière question généralement, la question de synthèse, c'est une question qui va nous permettre d'évaluer votre capacité à mettre en relation toutes vos déductions précédentes, mais aussi à donner un sens justement à vos déductions. Donc si vous arrivez à faire le lien entre les différentes déductions faites auparavant, vous allez pouvoir expliquer la toxicité produite par l'usage à forte dose des NTI, et c'est là notre situation de départ. C'était notre objectif au départ. Alors le document, rappelez-vous, le document, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que la catalyse de pyruvate, c'est-à-dire la dégradation du pyruvate au niveau de la matrice mitochondriale, il produit des composés réduits, type NADH+ et FADH2, ce qu'on appelle donc R'(H2), suite à la réduction de NAD+, et des FADH. Le document 2, quant à lui, il nous apprend qu'à défaut de régénérer R' en présence d'O2, grâce aux réactions d'oxydation respiratoire assurées par la chaîne respiratoire, l'acide pyruvique le permet en subissant une réduction avec production de l'acide lactique. Le document 3, quant à lui, il nous apprend que le traitement par les NTI à forte dose empêche le développement des crêtes mitochondriales et une inhibition de la synthèse des protéines de la chaîne respiratoire. Alors si je mets en relation toutes ces informations apportées par les trois documents, déjà le document 4, vous notez qu'il y a une forte concentration d'acide lactique dans le sang de l'individu traité par les NTI et par la même occasion une baisse de pH, soit donc une acidose. Et c'est la cause de la toxicité. Donc si je combine tout ça, il est très facile donc d'expliquer la toxicité de la façon suivante. Donc on peut donc expliquer la toxicité produite par l'usage des NTI à forte dose par le recours à la fermentation lactique dans la mesure où la chaîne respiratoire est perturbée. La régénération des R' se fait donc avec compris la production de l'acide lactique qui va donc passer dans le sang, d'où un taux sanguin supérieur à 5 mmol par litre et donc une légère acidose à l'origine de la toxicité. Rappelez-vous que la dernière question, donc, c'est toujours une question de synthèse où vous êtes amené à faire le lien, donc à mettre en relation les différentes déductions d'IRCOM et, bien entendu, à mobiliser vos connaissances pour établir un lien entre ces différentes déductions. La problématique de départ doit donc trouver une solution. Alors, toujours dans le cadre d'évaluer votre capacité à raisonner, on présente le deuxième sujet. La situation de départ consiste à expliquer l'origine d'une maladie génétique très rare, la maladie de McArdle, qui se manifeste par une intolérance aux efforts physiques courts et de fortes intensités, dès quelques dizaines de secondes après le début de l'effort.
Donc, dans le but d'expliquer pourquoi les personnes atteintes de cette maladie présentent une intolérance à l'effort court et intense, on propose les données suivantes. Le document 1 montre quelques étapes du métabolisme énergétique dans une cellule musculaire. Voilà. Dans le cadre d'un effort physique, ça on le sait, de l'ATP est nécessaire pour assurer la contraction des muscles. Lors d'efforts courts et intenses, la cellule musculaire consomme directement, dès les 10 premières secondes, les réserves d'ATP initiales dont il dispose. Ces réserves sont rapidement épuisées et d'autres voies énergétiques de synthèse d'ATP prennent ensuite le relais. Ces autres voies énergétiques sont présentées dans le schéma ci-dessous. Donc vous avez la première voie, 2, 3 et 4. Alors la première question consistait à nommer les 4 étapes et de rappeler leur importance pour la contraction musculaire. Donc c'est une question de rafraîchissement de vos mémoires. Je vous rappelle juste qu'une cellule musculaire a besoin d'ATP pour la contraction musculaire et donc pour le mouvement. En effet, l'énergie provient d'hydrolyse d'ATP. Il possède une réserve d'ATP trop limitée qui s'épuise en 10 secondes. La cellule donc doit régénérer son stock en ATP par différentes voies métaboliques en consommant de la matière organique, essentiellement le glucose, présent dans la cellule musculaire sous forme de glycogène. Lors de notre partie concernant la glycémie l'année dernière, en première bac, on sait déjà que la cellule musculaire est capable de stocker le sucre sous forme de glycogène. Alors les étapes, l'étape 1, c'est une glycogénolyse, c'est l'hydrolyse du glycogène qui va permettre à la cellule de disposer du glucose. Il transforme le glycogène en glucose dégradé par les différentes voies métaboliques. L'étape 2, c'est la glycolyse, comme vous le savez tous, c'est la transformation du glucose en pyruvate, il a lieu dans le hyaloplasme. La troisième étape, donc, c'est la respiration cellulaire, il a lieu dans la mitochondrie, c'est une voie aérobie, et produit donc une grande quantité d'ATP. L'étape 4, c'est la fermentation lactique, qui est une voie anaérobie dans le hyaloplasme. Il ne produit pas d'ATP, qui peut être utilisé lors d'un effort court. Cette voie produit du lactate. Alors, le document 2 résume les mesures de la quantité de glycogène et de la phosphorylase dans un muscle de cuisse. On vous rappelle que la myophosphorylase est une enzyme exclusivement musculaire, qui n'existe que dans les cellules musculaires. La question, on vous rappelle aussi que la faible différence de mesure peut être considérée comme un écart significatif, c'est-à-dire que entre 1 et 2, donc il y a quand même un écart très significatif. Donc, comparer les valeurs obtenues chez une personne atteinte avec celles d'un individu sain et formuler une hypothèse pouvant expliquer la cause de la maladie de McArdle. Je vous rappelle que ce qui nous intéresse, c'est la personne atteinte, donc on va se concentrer sur cette personne. C'est ce que nous cherchons à comprendre. Alors, si vous essayez de comparer les valeurs obtenues, remarquez que la cellule musculaire d'une personne atteinte de la maladie contient plus de glycogène qu'une personne non malade. Par contre, il ne contient quasiment pas d'enzyme de phosphorylase. Myophosphorylase, enzyme qui n'existe que dans les cellules musculaires. Donc la comparaison, elle est tout à fait remarquable. Alors, pour justement formuler une hypothèse, là, on a besoin d'un acquis. Alors, qu'est-ce qu'on est censé savoir pour pouvoir donner un sens à ces différences enregistrées chez les deux personnes? Il faut savoir d'abord que les enzymes sont des biocatalyseurs synthétisés par les cellules et que ces biocatalyseurs sont nécessaires au métabolisme cellulaire. Partant donc de ce fait, partant de cette connaissance, on peut donc supposer que la cellule musculaire d'un individu atteint est incapable de produire la myophosphorylase, d'où l'incapacité d'utiliser le sucre pour régénérer son ATP. Le document 3 illustre les résultats biochimiques sanguins suite à un test médical chez une personne malade comparé à ceux d'une personne témoin, c'est-à-dire une personne saine. Le test médical, on vous rappelle, est un test de serrage qui vise à mesurer la force musculaire lors d'un effort physique court et intense.
Au cours de la réalisation de ce test, différents paramètres biochimiques sanguins comme la quantité de lactate, je vous rappelle, lactate c'est l'acide lactique, dans le sang ont été mesurés. Le lactate retrouvé dans le sang est celui qui a été synthétisé dans les muscles. Donc le document vous montre donc la variation de l'acide lactique au cours d'un exercice physique chez une personne atteinte de la maladie de McArdle et chez une personne saine comme témoin. Alors ce qui est demandé, c'est de décrire les résultats de ces mesures et de déduire concernant donc le cas de la personne. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire quant à au cas de la personne atteinte? La question consiste à décrire les résultats de ces mesures et de déduire ce qu'on peut déduire concernant le cas de la personne atteinte. Alors pour la description, voilà, je vous rappelle, remarquez donc que chez une personne atteinte, vous constatez que le taux de lactate reste stable, reste constant, donc il n'a pas de taux varié. Voilà, il n'a pas de taux varié, il garde la même valeur d'avant l'effort. Alors que chez l'individu sain, vous allez noter que dans les 2 premières minutes, il y a une forte augmentation de l'acide lactique qui va par la suite diminuer pour retrouver la valeur de départ. Ça veut dire tout simplement que le taux de lactate reste donc à peu près constant, c'est-à-dire un taux identique à celui d'avant l'effort, alors que celui d'un témoin sain, il augmente dès le début de l'effort, et ce pendant 2 minutes, puis diminue pour revenir à sa valeur initiale. Voilà ce qui était entendu de vous entendre dire. La déduction qu'on peut faire, c'est que n'oubliez pas que le lactate, c'est la conséquence de la transformation du pyruvate en acide lactique, donc c'est la conséquence de la fermentation lactique. Et on peut donc supposer que le malade ne produit pas de lactate lors de cet effort, donc il ne réalise pas la fermentation. Le document 4 montre la concentration en ADP dans les muscles après un exercice bref et intense. D'abord en 4A, on vous rappelle le cycle de l'ATP. On vous rappelle que l'ATP est consommé par des réactions d'hydrolyse et est synthétisé lors des réactions de phosphorylation à partir de l'adénosine diphosphate et du phosphate inorganique. Et que cette dernière réaction a besoin d'énergie qui provient justement de la consommation des molécules organiques telles le glucose. Le schéma, le document 4B mesure vous donne donc les mesures de la concentration d'ADP dans les muscles de l'avant-bras au repos et après un exercice physique bref et intense chez une personne atteinte de la maladie et chez une personne saine. Il vous est demandé de comparer les mesures obtenues chez la personne atteinte avec celles obtenues chez une personne saine et par la suite expliquer cette différence en exploitant le document 4A, celui qui vous rappelle le cycle d'ATP. Alors, les résultats obtenus, voilà. Donc, remarquez que chez une personne donc atteinte, vous notez que les mesures nous montrent que la quantité d'ADP est 4 fois supérieure au repos à celle de l'individu sain. Après un exercice bref, la quantité d'ADP augmente chez les deux, mais il reste toujours très importante chez un individu atteint. Donc, au repos, les cellules musculaires d'une personne saine ne contiennent que très peu d'ADP, alors que le malade en contient 4 fois plus. Après un exercice bref, le taux d'ADP dans les cellules musculaires est plus important pour la personne saine, mais là encore, il reste toujours 4 fois plus important chez le malade. Alors, qu'est-ce que le document 4A nous apprend? Il nous apprend que la synthèse d'ATP, que l'hydrolyse d'ATP aboutit à la production de l'ADP et que la synthèse de l'ATP se fait aux dépens de l'ADP, suite à un apport d'énergie par la dégradation des molécules organiques telles le glucose. Partant de ce fait, on peut donc dire que chez le malade, l'ATP est bien hydrolysé, donc il y a bien
exploitation, donc consommation de l'ATP, d'où l'augmentation du taux d'ATP, même après un effort bref, mais que l'étape de production d'ATP ne se fait pas, ou il se fait mal, et c'est ce qui explique la forte concentration en ATP chez un individu. En tenant compte de vos réponses précédentes et de vos connaissances, donnez une explication quant à l'origine de cette maladie musculaire. Donc rappelez-vous d'Ayman, la dernière question, c'est une question de synthèse, où il est question de mettre en relation toutes vos déductions précédentes et finalement arriver à résoudre la problématique, donc à atteindre notre objectif qui était d'expliquer l'origine probable de cette maladie de McArdle. Alors, en tenant compte de vos réponses, donc rappelez-vous donc que l'absence de myophosphorylase chez le malade est responsable de cette absence de régénération de l'ATP par phosphorylation de l'ATP. Par ailleurs, le taux de lactate n'augmentant pas chez le malade, cela signifie que la fermentation n'a pas lieu et donc que le pyruvate n'est pas produit, donc pas de respiration non plus. Les personnes atteintes de la maladie de McArdle sont donc capables d'utiliser l'ATP présent dans la cellule avant l'exercice, mais celui-ci est épuisé en environ de 10 secondes, et comme la glycose ne se faisant pas, la glycogénolyse ne se fait pas non plus, c'est ce qui explique l'accumulation du glycogène dans la cellule. Rappelez-vous, le document 1, on avait déjà vu que la cellule musculaire chez l'individu atteint contient beaucoup plus de glycogène. On avait vu que le taux de lactate ne varie pas, il garde la même valeur d'avant l'effort, ce qu'on a expliqué par l'absence de la fermentation lactique. Donc on avait vu le document 1 que l'individu atteint manquait de phosphorylase, il était quasiment absente dans ses cellules. Donc finalement on comprend que l'origine de la maladie, c'est effectivement un problème enzymatique. L'absence de cette myophosphorylase est à l'origine donc de cette intolérance à un exercice court et intense. Voilà, merci. J'espère vous avoir été d'une utilité quelconque. Bonne réussite à vous tous et à la prochaine, Inch'Allah.